Le président russe, Vladimir Poutine, a vu son pouvoir et sa popularité chuter depuis qu'il a pris la décision fatidique d'envahir l'Ukraine en 2022. Son pays a été isolé, son économie a été ravagée. Son armée n'a atteint presque aucun de ses objectifs déclarés, et lui-même n'a jamais paru aussi faible. Mais Poutine a toujours eu une bouée de sauvetage essentielle à laquelle se raccrocher, le pétrole. Le pétrole, pilier de l'économie mondiale, reste la principale exportation de la Russie, générant assez de revenus pour soutenir ses finances fragiles et alimenter la machine de guerre du Kremlin. Malheureusement pour Poutine, cette bouée de sauvetage pourrait désormais être coupée. L'Ukraine a complètement anéanti le secteur pétrolier russe, et il n'y a plus de retour en arrière possible. Poutine avait été prévenu. Les intentions des forces ukrainiennes étaient déjà claires depuis un moment. En fait, il cible des éléments de l'infrastructure pétrolière russe, comme les raffineries, les installations de production pétrolière, les installations de stockage, les pétroliers et les oléoducs depuis les premiers stades de la guerre. Mais ils ont vraiment intensifié leurs attaques, en 2025, lançant un plus grand nombre d'attaques contre les éléments les plus critiques du secteur énergétique du Kremlin. À maintes reprises, des rapports faisaient un état de grandes raffineries de pétrole incendiées ou de pétroliers détruits lors de raids nocturnes de drones et de frappes surprises de missiles. Encore et encore, la Russie a vu d'innombrables gallons de pétrole partir littéralement en fumée, obligée d'assister à la réduction de ses capacités de production et d'exportation, à des niveaux de plus en plus faibles, impactant directement ses exportations et son potentiel de profit. Ils ont tout fait pour défendre ces sites, installant des défenses aériennes et mobilisant même les réservistes pour protéger les infrastructures critiques et éviter d'autres perturbations. Mais rien n'a fonctionné. Les attaques ont continué et l'Ukraine ne relâche pas la pression. En fait, elle fait exactement le contraire, en augmentant l'intensité de ses attaques et en exerçant toujours plus de pression sur l'industrie la plus importante de la Russie. Cela a abouti à ce que Reuters et d'autres médias considèrent comme la perturbation de l'approvisionnement en pétrole la plus grave de l'histoire moderne de la Russie, et les chiffres le confirment. Les rapports montrent que la capacité d'exportation de pétrole de la Russie a chuté de 40%, un chiffre stupéfiant. Cela équivaut à environ 2 millions de barils par jour. 2 millions de barils que la Russie pouvait autrefois vendre à divers pays à travers le monde chaque jour, rapportant d'énormes sommes d'argent à son économie au cours d'une année moyenne. 2 millions de barils qui ont contribué à alimenter la machine de guerre du Kremlin, permettant à la Russie de continuer à approvisionner ses véhicules en carburant, à payer les salaires de ses soldats et à fabriquer davantage de bombes, de missiles et de drones pour frapper les villes et villages ukrainiens. Une source de revenus et de soutien vital, fondamental, que l'Ukraine a sévèrement réduite, et cela ne s'est pas produit du jour au lendemain. C'est le résultat d'une campagne de longue haleine, impliquant une série de frappes de précision ciblées, nécessitant une planification experte et une exécution sans faille. Ces frappes ont eu lieu tout au long de 2025 et se sont poursuivies en 2026, l'Ukraine, identifiant régulièrement de nouvelles cibles, mettant en place des plans pour les endommager ou les détruire, et exécutant ces plans avec une efficacité implacable. En mars 2026 seulement, par exemple, il y a eu plusieurs attaques majeures contre certains des sites pétroliers les plus importants de Russie. Au tout début du mois, par exemple, l'Ukraine a mené une frappe contre le terminal pétrolier de Novorossiysk. Située dans le kraï de Krasnodar, donnant sur les eaux de la mer Noire, cette ville portuaire est un lieu extrêmement important pour les exportations de pétrole. À l'installation pétrolière de Chechkaris, des millions de barils sont reçus d'autres raffineries et stockés à cet endroit avant d'être chargés sur des pétroliers. Beaucoup de ces pétroliers font partie de la tristement célèbre flotte fantôme de la Russie, un réseau clandestin composé de centaines de navires de transport, qui défie les sanctions internationales en continuant à transporter du pétrole depuis la Russie vers d'autres nations, et à acheminer des fonds dans le pays pour poursuivre la guerre. Dans la nuit du 2 mars, cependant, des témoins locaux ont rapporté que le terminal pétrolier de Chezgaris avait été incendié après que des drones ukrainiens soient entrés dans la zone. Le maire local, Andrei Kravchenko, a confirmé l'attaque, tandis que des habitants ont publié en ligne des images et des vidéos montrant l'installation en feu. Ce n'était même pas la première fois que l'installation était touchée. En novembre 2025 par exemple, les chargements de pétrole à Novorossiysk avaient été temporairement suspendus après une frappe ukrainienne. Plus tard dans le même mois, l'installation de Chezgaris a de nouveau été frappée par l'Ukraine. Depuis la dernière attaque, selon les rapports, ce terminal pétrolier,
qui est normalement capable de traiter jusqu'à 700 000 barils de pétrole par jour, fonctionne bien en dessous de ses capacités maximales. Seulement quelques semaines plus tard, le 16 mars, des rapports font état d'une nouvelle frappe ukrainienne réussie, également dans le kraï de Krasnodar, cette fois-ci dans la ville de Lubinsk, qui se trouve au bord de la rivière Bolchaïa là-bas, à plus de 300 miles, soit 500 km, des lignes de front de la guerre. Au cours de la nuit, vers 2 heures du matin pour être plus précis, des opérateurs de drones ukrainiens ont ciblé le dépôt de pétrole de la ville, un nœud vital reliant les installations de production de carburant de la Russie aux opérations militaires de première ligne dans les régions du sud de l'Ukraine. Les chaînes Telegram locales ont signalé dès l'aube des explosions près du dépôt de pétrole. Des vidéos et images ont vite montré des flammes et d'épais panaches de fumée au-dessus de plusieurs réservoirs de carburant. L'incendie aurait continué jusque tard dans la matinée. Et, à chaque minute qui passait, de plus en plus de la ressource la plus précieuse et la plus précieuse de la Russie était perdue. Il a fallu 4 équipes de pompiers, ainsi que des équipes de secours, pour finalement maîtriser et éteindre l'incendie, avec encore plus de renforts humains. Mais à ce moment-là, les dégâts étaient déjà faits, et d'autres étaient encore à venir. Le 21 mars, à peine 5 jours après l'attaque de Lubinsk, les drones ukrainiens ont frappé de nouveau. Cette fois, leurs drones ont été aperçus dans le ciel au-dessus de la raffinerie de pétrole de Saratov, située dans le sud-ouest de la Russie, dans la région de Saratov. Appartenant et exploitée par la société d'État Rosneft, il s'agit de l'une des plus anciennes raffineries de pétrole de Russie encore en activité. Elle est exceptionnellement grande, avec un volume de traitement du pétrole extraordinaire d'environ 4,8 millions de tonnes. C'est un rouage clé dans la machine pétrolière russe, capable de produire plus de 20 variétés différentes de carburant et de produits chimiques, y compris de l'essence, du diesel et du fioul. Elle produit également du gazole sous vide et du soufre technique, 2 autres ingrédients importants qui alimentent les complexes industriels et les machines militaires de la Russie. Sans surprise, cet endroit a été identifié très tôt comme une cible prioritaire pour les forces ukrainiennes. Ils l'ont frappé plus d'une douzaine de fois depuis le début de la guerre. Et la frappe du 21 mars a été l'une des plus efficaces, obligeant la raffinerie à arrêter complètement ses opérations. Selon la chaîne Telegram Astra, qui a cité des sources officielles du ministère russe des situations d'urgence, une unité secondaire de traitement du pétrole et un grand réservoir de stockage vertical ont été endommagés lors de l'attaque. Un réservoir de diesel d'une capacité impressionnante de 10 000 tonnes a également été incendié. Les incendies qui ont suivi, s'étendant sur une vaste zone d'au moins 4 300 pieds carrés, soit 400 mètres carrés. De plus, des débris de drones sont aussi tombés sur une centrale thermique voisine, causant d'autres dégâts. Tout cela est le résultat du travail acharné et de la préparation minutieuse des équipes ukrainiennes de guerre par drone, parmi les meilleures au monde, notamment le premier centre indépendant, la 414e brigade des oiseaux de Magyar, et le 413e régiment de Red, en coordination avec d'autres équipes des forces de défense ukrainiennes. Rosneft a vu ces installations, comme la raffinerie de Saratov, subir des dégâts si importants et si fréquents qu'elle cherche désespérément de nouveaux moyens de les protéger. Mais quoi qu'elle fasse, cela ne fonctionne pas. Rien ne semble pouvoir arrêter les drones ukrainiens, qui peuvent apparemment frapper n'importe où et à n'importe quel moment, même dans des endroits situés à des centaines de kilomètres à l'intérieur du territoire russe, dans des lieux qui devraient en théorie être relativement sûrs. Et le pire restait à venir pour la Russie, car les dernières semaines de mars 2026 réservaient encore plusieurs frappes supplémentaires. Encore plus vastes et plus dévastatrices que les précédentes, elles laissent l'industrie pétrolière du pays dans sa situation la plus périlleuse depuis des années. Mais avant d'aller plus loin, vous regardez The Military Show, et si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. À la fin du mois de mars, la Russie était en difficulté. Non seulement ses forces terrestres continuaient à peiner pour réaliser des avancées majeures, avec une équipe d'assaut après l'autre anéantie par les défenseurs ukrainiens, mais en plus, son infrastructure pétrolière avait subi plusieurs coups dévastateurs grâce aux drones de Kiev. Puis vint l'attaque contre le terminal pétrolier de Primorsk. Situé dans la région de Leningrad, non loin de la frontière entre la Russie et la Finlande, Primorsk est le 2e plus grand port russe de la Baltique après Saint-Pétersbourg. C'est un site d'une importance énorme pour les exportations de pétrole russe, à travers la mer Baltique, traitant littéralement des dizaines de millions de tonnes de brut et de produits pétroliers chaque année. C'est aussi le point final du système d'oléoducs de la Baltique, ainsi qu'un point central pour les expéditions de la flotte fantôme de la Russie.
Beaucoup de ces pétroliers privés entrent et sortent régulièrement du port de Primorsk, exportant le pétrole brut de l'Oural en dehors des circuits officiels, fournissant ainsi une source de revenus illicite mais lucrative pour le Kremlin. Même des dommages mineurs à un endroit aussi critique peuvent gravement affecter les expéditions d'énergie russes et les infrastructures voisines. Mais l'Ukraine ne comptait pas se contenter de dégâts mineurs. Elle voulait mettre le port en flammes, provoquant autant de perturbations et de dévastations que possible. Ainsi, dans la nuit du 23 mars, les forces de Kiev ont lancé une attaque massive de drones, avec de nombreux appareils se dirigeant en essaim vers Primorsk. Cela faisait partie d'une attaque beaucoup plus vaste au cours de laquelle les responsables russes auraient abattu près de 250 drones au-dessus de plusieurs régions, dont Leningrad, Koursk, Moscou et Belgorod. Malgré la présence de défenses aériennes russes dans la région, certains drones ukrainiens ont réussi à atteindre leur cible, provoquant un important incendie dans le vaste centre d'exportation de pétrole. Le personnel a été évacué et les opérations arrêtées, alors que l'incendie se propageait, causant des dégâts sur les réservoirs et les infrastructures pétrolières. Le gouverneur de la région, Alexandre Drozdenko, a confirmé qu'un drone avait frappé un réservoir de carburant, ce qui a provoqué l'incendie. Les pompiers sont intervenus, mais ont peiné à maîtriser l'incendie. Sur les réseaux sociaux, des images montraient de fortes colonnes de fumée noire s'élevant du site plusieurs jours après l'attaque. Des images satellites ont également confirmé qu'au moins 4 réservoirs de carburant distincts avaient pris feu. Et bien que l'installation ait finalement pu reprendre ses activités, elle l'a fait à une capacité fortement réduite. Le 25 mars, les drones sont revenus, mettant le feu à un autre port pétrolier russe, Ust-Luga. Bien qu'il soit situé à environ 1000 km, soit 620 miles de la frontière ukrainienne, les incroyables équipes de drones de Kiev ont réussi à envoyer leurs véhicules aériens sans pilote jusqu'à cette base sur la mer Baltique, dans la partie nord-ouest de la région de Leningrad en Russie. Le gouverneur Drozdenko a de nouveau été contraint d'annoncer une mauvaise nouvelle, informant le public russe que les pompiers avaient été appelés pour lutter contre un nouvel incendie. Drozdenko a également tenté de minimiser l'impact de l'attaque, mais les rapports sur les réseaux sociaux et les images publiées en ligne racontaient une toute autre histoire, les habitants ayant compté au moins 10 explosions dans la région. Les habitants ont également parlé d'un immense incendie lumineux illuminant le ciel nocturne, ainsi que d'une colonne de fumée noire remplissant l'air au lever du jour. Cette attaque a encore visé l'un des sites les plus productifs de l'industrie pétrolière russe. Le port d'Ust-Luga serait capable de traiter environ 700 000 barils de pétrole chaque jour. C'est aussi un site de production extrêmement important, qui traite jusqu'à 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel chaque année. Et il produit environ 30 millions de tonnes de gaz naturel liquéfié, GNL, ainsi que plusieurs millions de tonnes supplémentaires d'éthane et de gaz de pétrole liquéfié, GPL. Comme c'est un site aussi important, il a été visé par l'Ukraine à plusieurs reprises, avec la première frappe majeure du service de sécurité d'Ukraine, qui a eu lieu dès janvier 2024, suivie d'une seconde attaque en août 2025. La frappe de mars 2026 n'est que le dernier coup dur porté à cette installation déjà éprouvée, selon divers rapports. L'ensemble du terminal, qui exporte également d'autres marchandises comme le charbon, les céréales et les engrais, a dû être bouclé et fermé pendant que les pompiers luttaient contre l'incendie. Dans les jours qui ont suivi, les responsables ont eu du mal à remettre le port en service, et il pourrait s'écouler un certain temps avant qu'il ne retrouve une capacité d'exploitation proche de son maximum. Le cauchemar pétrolier de la région de Leningrad persistait. Dans la nuit du 26 mars, une nouvelle attaque de drones à grande échelle a eu lieu. Cette fois, les drones ukrainiens se sont rassemblés autour de l'une des plus grandes raffineries de pétrole de Russie, la raffinerie de synthèse organique pétrolière de Kirishi, ou raffinerie Kinev, située non loin de Saint-Pétersbourg, la deuxième plus grande ville de Russie. Appartenant à une autre des principales compagnies gazières russes, cette usine est capable de raffiner jusqu'à 20 millions de tonnes de pétrole chaque année, ce qui en fait la deuxième plus grande raffinerie du pays en termes de capacité de traitement. Elle produit des quantités colossales de carburant et de produits pétrochimiques, qui sont à la fois utilisés à l'intérieur de la Russie et exportés vers des partenaires commerciaux dans le monde entier. Le 26 mars, plus de 20 drones ukrainiens ont frappé des infrastructures critiques dans et autour de cet endroit, obligeant une fois de plus le gouverneur régional Alexandre Drozdenko à prendre la parole pour rendre compte de ce qui s'était passé. Comme le font souvent les gouverneurs russes dans ce genre de situation, Drozdenko a tenté de se concentrer sur les aspects positifs, en soulignant que les systèmes de défense aérienne de la région avaient réussi à repousser plusieurs drones ukrainiens, et en ajoutant qu'aucune victime n'avait été signalée.
Il a toutefois reconnu qu'une zone industrielle dont le nom n'a pas été communiqué avait subi certains dégâts. Et tandis que le ministère russe de la Défense se vantait d'avoir abattu environ 125 drones ukrainiens à voilure fixe cette même nuit, le pays a également été contraint de suspendre les opérations de vol dans plusieurs de ses aéroports les plus importants, dont Cheremetyevo à Moscou et Pulkovo à Saint-Pétersbourg. Des attaques comme celle-ci ne vont pas s'arrêter. En fait, elles risquent même de devenir de plus en plus intenses et dévastatrices à mesure que la guerre se prolonge. Parce qu'au début, l'Ukraine devait se concentrer beaucoup plus sur la défense de son territoire et repousser les assauts russes. Elle manquait de temps, de ressources et de moyens pour lancer des contre-attaques ou des frappes de précision en Russie avec drones et missiles. Aujourd'hui, c'est une toute autre histoire. L'Ukraine a fait des miracles en créant de zéro son industrie de défense nationale, avec des centaines de nouvelles entreprises lancées et actives. Ils conçoivent de nouveaux missiles longue portée et des drones innovants, capables de détruire les infrastructures russes. Les forces de défense du pays sont aussi devenues bien plus habiles à contrer les attaques russes sur le front, maîtrisant des tactiques, comme la stratégie d'attrition en cuvette, qui attire des unités russes dans des pièges avant leur destruction par drones et artillerie environnante. Cela a finalement permis à l'armée ukrainienne de ne plus se contenter de quelques frappes isolées contre la Russie, mais de lancer une campagne concentrée et coordonnée de frappes en profondeur sur les actifs et infrastructures les plus précieux du Kremlin. Les oléoducs, raffineries, pétroliers, ports et bien d'autres cibles sont systématiquement repérés, visés et détruits. Et même si l'Ukraine n'a peut-être pas encore la puissance de feu nécessaire pour détruire complètement ces installations, chaque dégât, aussi minime soit-il, compte malgré tout. Chaque drone joue son rôle, chaque impact compte, et chaque incendie ou explosion entraîne des pertes et des dégâts dont la Russie doit se préoccuper. Et chaque fois qu'un de ces sites majeurs est touché, il doit presque toujours être mis hors service temporairement, pendant que le personnel est évacué, que les incendies sont éteints et que les zones endommagées sont inspectées et réparées. Dans des installations de cette taille, quelques heures d'arrêt peuvent te coûter des millions de dollars. Ainsi, quand l'Ukraine met plusieurs raffineries hors service plusieurs jours d'affilée, cela compte vraiment. Cela frappe Poutine et ses acolytes du Kremlin là où ça fait le plus mal, dans leur portefeuille. Chacune de ces attaques nuit à l'économie russe, rendant encore plus difficile l'obtention des fonds nécessaires pour poursuivre la guerre. Et alors que le pays a déjà du mal à recruter, subit plus de pertes qu'il ne peut en supporter, tout en échouant à réaliser des avancées majeures sur le terrain, la situation à laquelle fait face Poutine semble de plus en plus sombre. Il est enlisé dans une guerre qu'il n'a aucune chance de gagner contre un adversaire qui se renforce chaque jour. L'économie de son pays est en ruine. Beaucoup de ses alliés l'ont quasiment abandonné. La communauté internationale continue d'isoler son peuple et de punir ses oligarques. Et la seule bouée de sauvetage à laquelle il s'accroche, son industrie pétrolière prospère, a atteint son niveau le plus bas de son histoire. Pour l'Ukraine, en revanche, la tactique consistant à cibler les infrastructures pétrolières porte clairement ses fruits. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a affirmé à plusieurs reprises que détruire l'industrie pétrolière russe est le moyen le plus rapide et le plus efficace de mettre fin à cette guerre, et les données lui donnent raison. Si l'Ukraine parvient à maintenir ce type d'attaque, ou même à les intensifier avec des drones supplémentaires, ou même des frappes de missiles, Vladimir Poutine n'aura d'autre choix que de retirer ses troupes ou de regarder son pays entier partir en fumée. Voyez à quel point la guerre s'est durcie pour la Russie dans cette vidéo, montrant comment l'Ukraine a inversé la situation en provoquant l'une des journées les plus meurtrières et les plus dévastatrices du conflit jusqu'à présent. Ou, pour quelque chose d'un peu différent, regardez cette vidéo qui explore comment l'Ukraine a commencé à déployer des robots humanoïdes de nouvelle génération, dignes de la science-fiction, dans le cadre de ses opérations en première ligne. N'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour suivre l'actualité et les analyses sur les questions militaires mondiales.